Voici Sports Analytics, la data au service du sport. Aujourd'hui, nous recevons Youen Durion, Sport Scientist au MHSC. Bonjour Youen. Salut Franck, merci pour l'invitation. Avec plaisir et merci pour ta disponibilité. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui t'intéresse et dans lequel tu es pleinement concerné, qui est la place de la donnée dans le foot moderne. Il me semble que de par tes activités professionnelles, tu as de quoi raconter là-dessus et ton expertise sera riche. Donc ravi de t'écouter. Puis je vais te poser quelques questions assez simples. On va discuter librement et puis échanger sur tes activités. On peut entamer la discussion avec une présentation assez simple de ton parcours académique, étudiant, puis professionnel jusqu'à là où tu en es aujourd'hui. Merci Franck en tout cas pour l'invitation. C'est avec plaisir que je vais essayer de parler un peu de ce métier qui me passionne depuis quelques années maintenant. Donc ça fait maintenant, j'ai envie de dire, bientôt pas loin de 10 ans que je commence à travailler autour du sport, que ce soit dans mes études ou même dans mes expériences pro. Donc j'ai commencé un peu classiquement, comme tous les étudiants en sciences du sport, on va dire, par une licence TAPS que j'ai faite sur Paris, donc à l'université de Paris-Sud. Et après je suis parti en master à l'INSEP, où je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui est accompagnement scientifique, de la performance. Donc à la base, moi j'avais plus cette envie de travailler autour de la préparation physique. Et puis j'ai découvert un peu ce métier autour des sciences, qui sont aussi une de mes passions. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est mathématiques, physique. Quand j'étais au lycée, toutes ces matières-là, voilà, ça me passionnait beaucoup. Donc c'était un peu l'occasion de mixer un peu les deux et de trouver un peu un parcours qui est un peu singulier, puisque pas très présent aussi aujourd'hui encore en France et pas très connu. Et donc je me suis orienté avec ce master donc en sciences du sport, visé plutôt accompagnement scientifique. Et avec ça, j'ai effectué quelques stages qui ont permis de commencer à m'insérer dans le monde pro. Donc j'ai fait un stage plutôt à l'INSEP directement dans la cellule recherche, mais également sur le terrain, avec donc la cellule de réathlétisation et de prévention des blessures. Donc ça me permettait d'avoir vraiment ce pied sur le terrain et en même temps aussi ce pied dans la recherche. Et ensuite, après, à la toute fin de mon master, donc j'ai commencé à mettre mon pied dans le foot pro avec un stage de fin d'études donc au Paris FC, où là j'avais vraiment un rôle un peu hybride de préparateur physique adjoint et aussi un peu ce début de sport scientist sur toutes les données GPS, etc. Donc à la suite de ce stage-là, j'ai été embauché au Paris Saint-Germain. J'ai d'abord fait un stage au Paris Saint-Germain, puis j'ai été embauché pour être le sport scientist de tout le centre de formation. Donc ça couvrait des équipes de U19 à U15, donc j'avais 3 à 4 équipes dont je gérais, on va dire, tout l'aspect sport science. Et après cette année hyper riche et où j'ai beaucoup appris, j'ai filé au MHSC, donc depuis maintenant 2 ans et demi, pour commencer mon travail de thèse. Donc là on est revenu un petit peu sur la partie études, mais qui m'a permis aussi de mêler aussi parcours professionnel, puisque c'était l'occasion pour moi de rentrer un peu dans le grand bain de la Ligue 1 et on va dire du plus haut niveau footballistique français, et en même temps de continuer un peu à me développer d'un point de vue scientifique au travers d'une thèse. Ok, super, parcours déjà remarquable, donc félicitations pour ça déjà. Donc si je comprends bien, c'est une thèse CIFRE, donc une thèse mi-industrielle, mi-académique. C'est ça. Est-ce que tu peux énoncer ton sujet de thèse en 30 secondes, très simplement? Alors je vais essayer d'être assez bref puisque c'est quelque chose qui me passionne, donc je pourrais parler des heures de ce sujet-là. Mais le sujet de thèse, il tourne essentiellement autour de l'utilisation de la fréquence cardiaque dans le football. Donc c'est un sujet de thèse qui a émané de la part du club à part entière, puisque c'était aussi une volonté de l'un de mes encadrants, donc, qui est le médecin du club et qui est un peu mon représentant au sein du club. Et le but c'est d'être un peu dans cette nouvelle ère de tout ce qui est invisible, monitoring invisible, pour pouvoir aider les staffs sans les perturber en fait. Donc nous on s'est dit qu'avec la fréquence cardiaque qu'on pouvait collecter au quotidien sur les joueurs, ça pouvait être une information hyper clé pour pouvoir suivre les joueurs sur leurs états de forme et de fatigue, et pouvoir donner des messages clés ensuite par la suite au staff, et avec aussi l'apport de nouvelles technologies comme le machine learning et tous les outils d'intelligence artificielle. Ok, je te remercie, super intéressant. Du coup, avant de parler de fréquence cardiaque et j'imagine des autres paramètres que tu mesures au quotidien, je vais te poser quelques questions, des questions générales, à commencer par tes missions au sein du MHSC. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Quelles sont tes missions principales? Alors oui, c'est pour les gens, ça va être un peu... on va essayer d'être assez clair,
de définir un peu ces missions qui sont très, très larges et qui peuvent être très larges. Donc mon rôle, c'est un peu un rôle d'informateur. Le but, c'est de récolter un maximum d'informations à ma disponibilité à l'aide d'outils pour pouvoir récolter de l'information et la donner au staff technique qui, eux, prendront les décisions qui sont en cours. Donc on est vraiment un outil d'aide à la décision et de support à la décision. On n'est pas là pour du tout prendre la décision à leur place, mais d'élargir leur spectre et leur champ d'informations possibles. Et donc ces missions-là, pour moi, c'est vraiment récolte, stockage des données. C'est super important aussi de pouvoir avoir un stockage des données et c'est aussi une mission clé de ce type de rôle parce qu'on pourrait très bien arriver aussi dans certains clubs où vous voyez une personne qui fait un peu tout, qui va récolter les données, qui est souvent le préparateur physique à la base, qui va récolter les informations, faire les séances, faire les retours au coach, donc qui est un peu l'homme à tout faire. Et c'est un peu le cas aussi dans certains clubs aussi en France encore. Et donc du coup, il y a un peu moins cet aspect long terme, on est vraiment sur de la récolte d'informations au quotidien et au jour le jour. Le but aussi de nous, c'est d'arriver sur des problématiques un peu plus moyen et long terme, et donc d'avoir ces stratégies de stockage, de créer des bases de données, et d'avoir des choses sur le long terme pour prendre un peu plus de recul avec le terrain. Donc vraiment voilà, donc pour revenir un peu à la trame principale, c'est récolte, stockage, analyse des données, reporting. Ok, donc on a à la fois le côté vraiment sport scientist, Ouais. sur la partie expertise, en physiologie de l'exercice, en sciences du sport au sens large, mais on a aussi la partie data, avec peut-être de la data engineering, la data science, vu que tu me parles de base de données. Du coup, est-ce que tu travailles avec des data scientists ou comment est-ce que tu sépares, on va dire, ces deux métiers peut-être ou peut-être que c'est un métier mixte où tu englobes les deux dans le tien, dans tes fonctions. Ouais, on va dire que comme c'est assez naissant en France aujourd'hui et dans les sports professionnels, on a souvent, que je le disais un peu là précédemment, on a un peu cet homme à tout faire qui est à la base, qui a peut-être, allez, c'est des modèles qui ont peut-être il y a une dizaine d'années, hein, c'est assez récent, où on avait vraiment un préparateur physique ou deux préparateurs physiques qui géraient tout. Et donc, du coup, ça a amené des problématiques. Certaines problématiques, on avait des outils, mais on ne les utilisait pas assez parce que manque de temps ou manque de personnel. Donc on a essayé d'amener petit à petit ces nouveaux métiers un peu autour des data, des sport scientists, etc. Donc aujourd'hui, moi, au club, j'ai commencé il y a 2 ans et demi où j'étais vraiment tout seul et le but c'est d'aider un peu tous les préparateurs physiques sur toutes ces tâches-là qu'ils n'arrivent pas à faire par faute de temps parce qu'ils ont des missions prioritaires. Et donc depuis maintenant 1 an, on est deux sport scientists. Donc je suis accompagné par Benoît Gachon qui m'aide un peu au quotidien sur toutes ces tâches, qui avait une petite formation aussi en data, donc lui était peut-être déjà un peu plus poussé que moi sur tous les modèles de machine learning, etc. Donc il a pu apporter un complément supplémentaire et ça m'a permis d'avancer sur des idées que j'avais de tâches à faire qu'il a pu tout de suite un peu répondre. Voilà, après moi de mon côté, j'apprends aussi sur tout ce qui est data science à travers mes encadrants de thèse, qui sont vraiment portés sur la data et les sciences des données et qui me permettent d'un peu me former un peu de manière pas très formelle. Et on va dire, après aussi, moi j'ai des choses que je vois sur le terrain et ça me permet un peu de me former en voyant des petites problématiques que je cherchais sur internet, voilà, un peu en mode autodidacte. Et donc du coup, on se retrouve un peu à faire un peu toutes ces tâches-là au quotidien, que ce soit de la data engineering, de la data analyse, de la data vise. Et après, notre vrai rôle, c'est d'utiliser un peu tous ces outils que peuvent créer par exemple certains data scientists. Ce qui est le cas par exemple lorsqu'on travaille avec des collaborations, par exemple avec des étudiants qui nous produisent des outils super intéressants que nous on n'a pas forcément besoin de développer, et nous après on va les utiliser ces outils. Donc comme tu le mentionnes, on n'en finit jamais d'apprendre et fort heureusement, c'est très riche et puis tant mieux. Concernant les outils de mesure, les outils de collecte, on parle souvent de GPS ou de GNSS, alors je te laisserai le définir vu que c'est toi l'expert aujourd'hui. Quels sont les outils principaux que tu utilises au quotidien ? Alors nous, ça va essentiellement tourner autour de ces fameux GPS, donc qui sont des petits trackers, des petits boîtiers, ça doit faire 5-10 cm même pas, que l'on met un peu dans le dos et qu'ils sont portés dans des brassières spéciales. Donc c'est pour ça que des fois un peu les gens se demandent pourquoi ils ont des brassières, les footballeurs ou les rugbyman d'ailleurs. C'est souvent des choses qui sont utilisées dans les sports co et à l'extérieur principalement. Il y a des technologies maintenant qui sont en train de se développer un peu à l'intérieur. Je pense qu'il y a certains intervenants qui ont dû vous en parler précédemment. Et voilà, nous on s'intéresse vraiment à cette technologie GPS, donc qui est vraiment une connexion par satellite comme tout le monde peut avoir sur sa montre
etc., mais qui est un peu plus puissant, puisqu'on a aussi à l'intérieur de ces GPS des accéléromètres, avec des fréquences d'échantillonnage beaucoup plus grandes, et donc qui nous permettent de capter toutes ces informations autour de la locomotion et de l'activité du joueur. Donc les mesures de vitesse, de distance parcourue, d'accélération, de décélération, de changement de direction, d'orientation, etc. Donc on a vraiment toutes ces informations autour de l'activité des joueurs. Et on a aussi des capteurs de FC, donc au quotidien, qui sont un peu intégrés dans cette brassière et qui nous permettent de récolter cette fameuse information de fréquence cardiaque, qui est une réponse directe à l'activité. Et donc on va pouvoir lier les deux. Donc ça c'est vraiment au quotidien, sur l'entraînement, on a ces deux outils principaux. Et après on va y ajouter des mesures qu'on peut faire hors terrain, donc que ce soit avant ou après les entraînements. Principalement, donc nous on a un petit questionnaire donc, qui est très simple, c'est juste un questionnaire qu'on appelle RPE, donc c'est une échelle d'intensité d'effort qu'on demande à la fin de chaque séance à chaque joueur de manière individuelle et qui nous permet d'avoir un peu ce triptyque qui est super important à avoir dans les processus de charge d'entraînement et de monitoring, à savoir charge externe, charge interne, donc charge externe à travers l'activité, charge interne à travers l'AFC et charge perceptive. Donc ça on arrive à lier les trois et on peut obtenir des informations en couplant les trois aussi, puisque en ayant juste un des piliers à chaque fois, on peut avoir des interprétations qui sont un peu en décalage de la réalité, ou en tout cas, on n'est pas au plus précis. On peut faire sans, mais le mieux, c'est quand même de les avoir. Et comme on est au plus haut niveau, le mieux quand même, et qu'on a du staff, etc., on doit être capable d'être en mesure de fournir ces informations-là. Donc ça, c'est vraiment des choses. Après, il y a d'autres choses que nous, on ne va pas forcément faire au quotidien, mais qui peuvent être utilisées dans d'autres clubs, qui ont été utilisées que j'ai déjà utilisées dans mes précédentes expériences. Donc ça va être des tests par exemple pré-séance sur des tests de fatigue neuromusculaire, par exemple sur des sauts, sur des tests de force musculaire. Après on peut aussi avoir d'autres types de questionnaires, des questionnaires de pré-séance qui vont être plutôt sur l'état de forme du joueur. Le but est aussi de ne pas non plus bombarder les joueurs, puisque au final il faut aussi se dire que c'est pas un laboratoire ouvert. On est là aussi pour que l'équipe performe, et à la fin le but de l'équipe c'est quand même de gagner des matchs et que le joueur soit le plus confortable et le plus à l'aise possible. Donc on essaye de trouver le juste milieu entre mettre des capteurs pour avoir des informations et essayer d'optimiser au maximum leur performance, leur poser des questions aussi, mais sans trop qu'il y ait d'informations, parce que derrière on a une adhésion qui est assez faible. Sinon, donc vraiment essayer de trouver le compromis entre tous ces capteurs, tous ces outils qu'on peut avoir au quotidien. On pourrait en faire des tonnes et des tonnes, mais que ce soit impactant et aussi que ça aide vraiment la performance et que ça ne l'entrave pas. Ok, bien reçu. Merci pour cette réponse bien complète. J'ai deux petites questions qui suivent. Ouais. La première qui va concerner les centres de formation. Tu l'as évoqué tout à l'heure dans ton parcours. Très simplement, est-ce qu'il y a une différence entre un centre de formation et une équipe pro dans l'utilisation de la data ? Alors j'ai envie de dire que c'est essentiellement lié, pareil on va un petit peu revenir sur cette question-là de combien de personnel on a. C'est vrai que par exemple, il va y avoir les plus gros clubs qui vont avoir les plus gros staffs, donc la possibilité de staffer aussi leur centre de formation avec des sport scientists, des data scientists ou ce genre de postes. Ce n'est pas forcément le cas de tous les clubs aujourd'hui en France. Donc moi j'avais la chance au PSG d'être le sport scientist du centre de formation. Quand je suis arrivé, on était même deux d'ailleurs. Et donc du coup, par exemple, là où en équipe première, on est deux pour une équipe complète, dans les centres de formation, ils vont être un peu moins, souvent staffés. Après, ça dépend aussi des pays. Quand on discute un peu avec les autres pays, il y en a qui vont faire le choix de mettre un par équipe. Voilà, c'est vraiment en fonction de la structure et ça peut vraiment différencier. Après, sur les données accessibles, aujourd'hui, on a quand même des outils qui sont de plus en plus répandus, par exemple les GPS, et qui sont de plus en plus accessibles. Là où il y a peut-être 10-15 ans, c'était l'outil de laboratoire un petit peu qui coûtait cher, qui n'était pas trop accessible. On ne savait pas trop encore, par exemple, aussi les degrés de fiabilité. Donc il fallait vraiment prendre des pincettes et les clubs étaient forcément un peu résistants parce que ça représentait un coût financier. Mais maintenant, aujourd'hui, nous par exemple au club, on a fait le choix d'équiper de la même technologie les pros et aussi le centre de formation. Donc ça nous permet aussi, quand on a des jeunes qui montent en équipe première, de pouvoir avoir un suivi et que aussi les staffs puissent se référer les staffs et les dirigeants se référer à des métriques clés qu'on peut suivre un peu chez tous nos joueurs. On évoque souvent une différence culturelle, la France versus, alors dans le foot peut-être les Royaumes-Unis, dans le basket on parle des États-Unis, et puis il peut y avoir l'Australie qui rentre en compte aussi selon certaines disciplines.
Est-ce que concrètement, il y a vraiment une différence dans l'utilisation de la donnée, dans cette acculturation à la donnée, entre les pays? J'ai envie de dire, alors déjà je vais parler un peu en termes néophytes parce que j'ai pas forcément travaillé directement avec dans d'autres pays, par exemple en Angleterre ou dans d'autres pays européens ou même aux États-Unis. La France peut-être est des fois peut-être un peu plus en retard, ou en tout cas n'a pas autant développé cet aspect-là, mais ça veut pas dire qu'elle est moins performante, et aussi qu'elle a peut-être aussi développé d'autres choses. Alors, moi ce que je retrouve beaucoup en France, c'est cette notion de perception qui est très forte aussi chez les coachs. Et donc du coup aussi, on a un peu, on va dire que c'est des différents d'idéologie. Là où nous, on va beaucoup en France parler de perception, de cette expression-là, ce regard du coach, savoir quand est-ce que le joueur est fatigué. Là où peut-être des anglo-saxons vont être un peu plus pragmatiques et se dire, moi j'ai besoin d'avoir des chiffres, etc. pour valider ma confirmation. Donc c'est des différences d'idéologie, je pense qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ça va dépendre un peu aussi du contexte et des joueurs qu'on a. Si je vais parler à un joueur qui est très pragmatique, il va s'intéresser aux chiffres, il va avoir besoin de chiffres pour être rassuré. Si je m'adresse à un joueur qui est très dans le feeling, dans l'instinctif, etc., peut-être la méthode française va plus l'intéresser. Et idem aussi pour les staffs, parce que nous, on est aussi là pour travailler avec les staffs, essentiellement. Donc il faut aussi trouver le juste milieu entre trop de data, et je ne pense pas que ce soit forcément le cas dans les pays anglo-saxons, et pas assez aussi des fois qui peuvent amener des raisonnements biaisés. Voilà, on a un peu cette différenciation aussi entre data informed, data driven, et je pense qu'aujourd'hui en France, on est essentiellement sur de la data informed en termes d'approche, et je trouve cette approche être un bon compromis, c'est-à-dire avoir, comme je le disais tout à l'heure, des informations, mais pas forcément de se baser uniquement sur celles-là, mais qu'elles soient dans le spectre des outils et des informations disponibles pour prendre les meilleures décisions. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la recette magique aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi rester assez humble par rapport à tous ces aspects-là. Ok, merci, très clair. On parle souvent de monitoring dans le domaine du sport, alors sur les sportifs ou de suivi d'un sportif. Alors ici, c'est plutôt une équipe que tu suis au quotidien. Comment est-ce que tu fais concrètement, si tu veux expliquer à quelqu'un qui n'est pas du métier ou du domaine, pour suivre une équipe, et notamment à partir de la fréquence cardiaque que tu mentionnais et que tu utilises principalement dans ta thèse? Pour avoir un monitoring efficace, pour moi, c'est justement ne pas vouloir trop en faire et se concentrer sur des valeurs clés. Donc déjà, identifier ce qu'est l'activité, donc là en l'occurrence le football, quelles sont les métriques d'activité par exemple clés. Donc nous, par exemple, pour donner un ordre d'idée, sur les GPS, on peut avoir 400 ou 500 données disponibles. Aujourd'hui, j'en utilise à proprement parler une petite dizaine, même pas. Donc ça veut dire qu'on n'utilise même pas 10% de ce qu'il y a à notre disponibilité. Mais par contre, peut-être que d'autres clubs vont utiliser 10 autres métriques, ou d'autres activités vont utiliser 10 autres métriques. Donc vraiment, c'est de faire aussi ce travail un peu en amont, de savoir quelles métriques je vais utiliser et qu'est-ce que je vais suivre chez mes joueurs, et pourquoi je vais les suivre. Parce qu'on va parler forcément de distance totale, mais pourquoi on parle de distance totale, ou de distance en sprint, ou de fréquence cardiaque. Donc il faut vraiment analyser. Un haltérophile, je ne vais pas forcément suivre les mêmes choses que sur un footballeur professionnel ou que sur un rugbyman. Donc voilà, essayer d'être le plus robuste possible pour que aussi il s'adapte au changement. Typiquement, aujourd'hui dans le football, on a souvent des staffs qui changent. Ça peut être les entraîneurs, les préparateurs physiques, les personnels médicaux ou alors les personnels de performance. Et donc il faut que ces process-là ils tiennent dans le temps, puisque si au bout de 2 ans on est obligé de changer tous les process, on va perdre un peu 2 ans. Ok, donc si je comprends bien, les données sont récoltées à la fois à l'entraînement, aussi en match, et peut-être d'ailleurs entre les deux, en dehors. Est-ce que tu arrives à faire un lien entre l'entraînement et le match? Est-ce que c'est un objectif d'ailleurs? Alors oui, en fait, on va dire que le football, par rapport à des sports individuels par exemple, se détache des sports collectifs de manière générale, puisqu'on a une saison qui dure très longtemps, avec des compétitions qui sont très régulières. On doit avoir peut-être une quarantaine de matchs avec les matchs de pré-saison sur 9 mois. Donc ça veut dire qu'on a des compétitions à échelle régulière, alors que par exemple on va prendre le cas d'un sport individuel, il va peut-être avoir 2-3 moments clés dans sa saison où il va pouvoir planifier tout en amont. Nous vraiment on est sur de la longueur et de la répétition. Donc en fait les matchs, je vais caricaturer un petit peu, mais moi je les considère un petit peu comme des entraînements en fait, comme des sessions d'entraînement. Donc on doit appliquer les mêmes process.
Et ça fait partie d'une charge d'entraînement. C'est une charge d'entraînement un peu spécifique, puisqu'il y a aussi tout le stress généré par rapport au match, les ambiances, etc. La préparation qui est très différente par rapport à une session classique. Et donc du coup, on les inclut vraiment dans cette charge d'entraînement globale, avec ce prisme-là quand même que c'est le match. Et après aussi, on a des outils et développer des métriques aussi en fonction du match. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelques temps aussi, ça peut arriver, moins maintenant parce qu'on a eu des changements de calendrier, mais qu'on joue 2 matchs par semaine, 2 à 3 matchs par semaine. C'est le cas forcément des équipes européennes souvent. Et donc du coup, on va chercher à préparer les joueurs à encaisser cette charge-là. Et on a ce recul maintenant de savoir, ok, je sais à peu près ce que chaque joueur va faire en match, et donc du coup de pouvoir les préparer. Donc on a par exemple créé juste des coefficients par rapport à certaines métriques clés. Ok, mon joueur, il a d'habitude en match il fait 500 mètres de sprint, ben, je vais le préparer à faire entre 500 et 1000 mètres de sprint pour que le jour où il soit en face de cette contrainte-là, le corps ne soit pas choqué et du coup entraîne un risque de blessure plus élevé. Donc vraiment c'est identifier ce qui se passe dans l'activité et donc utiliser forcément les matchs qui sont les sessions les plus intenses. Et après notre rôle c'est un peu de se dépatouiller là-dedans pour pouvoir donner des informations un peu clés au coach. Pour terminer du coup sur, comme tu parles du coach, est-ce qu'il bénéficie des données et quel est son regard vraiment sur les données, sur ses analyses? Alors ça c'est toujours, en fait ça va dépendre vraiment de la personne qu'on a en face de nous. Ça va dépendre aussi de son expérience. Est-ce que c'est un entraîneur qui a vécu avec, qui a grandi avec? Bon, il n'y en a pas encore beaucoup qui ont grandi avec, puisque souvent c'est des gens qui font ça après leur carrière, ou alors peut-être même aujourd'hui il y a quelques entraîneurs qui sortent un peu du lot, qui sont très jeunes. Mais on va aussi avoir des entraîneurs qui sont beaucoup plus d'expérience et qui ont toujours entraîné sans. C'est toujours le paradoxe en fonction de l'intervenant qu'on a en face de nous. J'ai envie de dire que souvent ils sont toujours à l'écoute, ils écoutent les informations, mais après la sensibilité aux data dans les process de décision est très différente en fonction des coachs. On peut avoir des coachs qui vont beaucoup regarder ça, d'autres beaucoup moins. D'autres qui vont regarder beaucoup ça sur certains aspects, d'autres qui vont regarder ça sur d'autres aspects. Donc après, à nous aussi et c'est pour ça que notre métier, il est aussi beaucoup dans les soft skills, dans savoir identifier qui on a en face de nous, comment lui véhiculer cette information. Il va y avoir peut-être des coachs qui vont être plus sensibles à des images, à des graphiques, d'autres qui vont être plus sensibles à juste parler. Donc voilà, identifier vraiment les choses, parce que le but aussi, c'est de sensibiliser. Le coach, il n'a pas fait les mêmes études que nous, et c'est pas son job d'analyser des données, etc. Mais notre but, c'est de la rendre la plus accessible possible aussi. Donc la vulgarisation, c'est hyper aussi important, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'avoir d'outils de visualisation qui soient aussi très attrayants. Merci Yoann. Donc je voudrais maintenant qu'on aborde 2 points. Le premier sur la performance et un deuxième point sur la blessure. Très simplement, comment peut-on quantifier la performance en football? Alors voilà, ça c'est une belle question qui est bien complexe, puisque je dirais que c'est l'un des sports les plus difficiles à quantifier en termes de performance. On n'a qu'à le voir le week-end. Typiquement, on a tous cette sensation que on a des équipes qui sont plus fortes, qui ont plus de possession de balle, et qui ne gagnent pas finalement. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'un des seuls sports où la Coupe de France existe aussi, avec autant de clubs amateurs qui arrivent à battre des grosses écuries de Ligue 1. Donc ça, c'est vraiment le sport qui est peut-être le plus difficile à quantifier en termes de performance. Donc moi, je vais parler un peu de mon secteur, qui est plutôt la performance athlétique, puisque aussi il faut différencier un peu les deux de la performance footballistique, qui est au final le score à la fin du match. Alors après, il va y avoir des facteurs indirects et des facteurs très directs qui vont influencer le score. Et parmi ceux-là, on peut retrouver la performance physique. Donc savoir comment les athlètes sont capables de se déplacer, et les capacités au final physiques qu'ils ont, et est-ce qu'ils sont capables de répondre à la demande que leur impose l'adversaire, et est-ce qu'ils sont capables aussi d'imposer une demande physique à l'adversaire. Donc nous, pareil en fait, on va s'articuler autour des données qu'on récolte un peu à l'entraînement. Ça va être essentiellement les mêmes métriques, et après selon les postes, on va un peu ajuster. Et j'ai envie de dire aussi qu'il faut voir aussi ça d'un point de vue individuel. Nous on regarde par rapport souvent à des maximums faits en match, qui ne vont pas traduire forcément les capacités maximales du joueur, mais en tout cas ce que le match leur a demandé de plus sollicitant. Et au final, moi je vois beaucoup la performance physique au foot comme un moyen de ne pas perdre les matchs,
plutôt que de les gagner. C'est-à-dire que c'est plutôt un facteur limitant chez les joueurs, donc ça doit être quelque chose qui doit ne pas les empêcher de perdre, mais qui ne va pas forcément leur permettre de gagner, en tout cas, d'un point de vue très direct. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr forcément que... Et l'exemple du Paris Saint-Germain est très révélateur, par exemple, qui était l'équipe qui courait le moins sur quelques saisons et qui gagnait le championnat quand même. Donc c'est pas forcément un facteur de performance directe sur le score, mais ça peut être un facteur limitant. Ok. Pour passer plutôt sur le versant un peu plus problématique peut-être, celui des blessures. Certains articles dans Forbes notamment mettent des chiffres sur le coût qui est imputé aux blessures dans certaines nations. L'apport des données, est-ce qu'il peut vraiment limiter ce risque? Du moins, ce que l'on fait des données, est-ce qu'on peut vraiment limiter les blessures? Alors, je veux dire que le point clé, en tout cas dans la sémantique, c'est le mot limité. Je pense qu'on ne peut pas réduire au maximum, donc ça veut dire avoir une absence de blessure. Mais aujourd'hui, quand même, on a un recul dans la littérature qui permet de se dire que le monitoring, ou en tout cas les façons de monitorer, permettent de limiter ce risque de blessure. Maintenant, il y a tellement de facteurs et on le sait que la blessure, elle est multifactorielle. Et il y a des choses aussi qu'on n'est pas capable de quantifier aujourd'hui. Notamment tout ce qui est autour de la psychologie, des éléments mentaux qui sont très très impactants aussi dans le football. Avec des matchs à répétition, une pression du résultat qui est énorme. Quand on prend au sein d'un vestiaire, on a 25 joueurs. Il y en a qui jouent, il y en a qui ne jouent pas, il y en a qui sont titulaires, il y en a qui sont remplaçants. Et après, il y a tout ce qui se passe aussi en dehors du foot. Comment ça va dans ma vie familiale. Alors aujourd'hui, on a des questionnaires, mais des mesures vraiment purement objectives. Et qui ne... Parce qu'aujourd'hui aussi, tout ce qui est données subjectives, ils peuvent être liés à certaines limites, notamment dans les sports collectifs où il y a de la compétition, où il y a de la concurrence entre les joueurs. Donc on peut avoir tendance à sous-noter, surnoter en fonction de son statut dans l'équipe. Donc ça, c'est des éléments, par exemple, qu'on a du mal à quantifier, ou en tout cas qui est en train de se développer. On voit tout ce qui est neurosciences, préparation mentale, etc., qui est en train de bien émerger et qui devient de plus en plus important aussi dans les sports de haut niveau. Donc j'ai envie de dire, pour revenir un peu sur l'aspect blessure, oui, on va être capable de limiter, ou en tout cas, ça nous permettra d'avoir des points de vigilance et des points d'analyse. Voilà, le but, c'est vraiment d'éviter des comportements qui sont vraiment délétères. D'ailleurs, il y a juste à observer encore aujourd'hui le sport de haut niveau. Il y a, je pense, aucun club qui a été réussi malgré l'apparition des GPS, des choses comme ça depuis 10 ans, qui a réussi à avoir 0 blessé. Il y a toujours des blessures parce qu'il suffit juste de rentrer sur un terrain de foot. Malheureusement, il y a un appui, il y a un mec qui saute, qui retombe mal, il y a une blessure. Là où on va être beaucoup plus impactant, c'est sur tout ce qui est blessure musculaire. C'est majoritairement le point clé des stratégies de monitoring. En tout cas, c'est ce type de blessure-là qui est visé et qu'on essaie de limiter au maximum. Ok, merci. Et puis de toute façon, plus on pousse les joueurs à courir vite, on y met de l'intensité, peu importe le sport au final, plus on s'expose à un risque de cassure, hein, c'est comme une machine. Donc merci pour la précision, et ça ouvre quand même de belles perspectives parce qu'on n'y est pas encore du coup. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, et ça nous donne plein de perspectives pour l'avenir. On a aussi des nouveaux outils qui peuvent apparaître. Il y a beaucoup de capteurs embarqués. Peut-être qu'on arrivera aussi à certains moments à avoir des capteurs, capteurs sanguins embarqués, chose qui n'est pas le cas encore. Des mesures de glucose, de glycémie, choses comme ça qui peuvent vraiment être des outils qui peuvent nous aider encore une fois à déceler le moment où on pousse le corps à la limite. Donc en fait, in fine, on parle beaucoup d'analyse. À la fin, les analyses doivent quand même atterrir dans les mains du coach ou du préparateur physique ou du médecin ou du directeur sportif, je ne sais pas. Concrètement, comment ce que tu fais? Est-ce que le rendu est adapté à la cible? Oui, bien sûr. Je pense que c'est, comme je le disais un peu tout à l'heure, peut-être qu'on va nous voir un petit peu comme des mecs derrière un peu des PC qui envoient des rapports ou des graphiques ou des choses comme ça. Mais en fait, au final, je pense que le cœur même aussi du métier, c'est de passer de l'information à des humains. Et donc du coup, qui dit humain, dit aussi identifier la personne qu'on a en face de nous, quel canal elle utilise majoritairement. Par exemple, je sais que souvent avec les entraîneurs, ça va être souvent un peu plus informel. Avec les préparateurs physiques, ça va être des choses beaucoup plus formelles, avec des graphiques, des rapports, des chiffres, etc. Là où on va essayer de synthétiser beaucoup plus l'information
pour les entraîneurs, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui dans les staffs, nous par exemple au MHSC, on est une bonne quinzaine, et il y a un entraîneur, et beaucoup de gens veulent parler à l'entraîneur. Donc il faut se dire que lui, et je me mets souvent ça en tête, il a 5 minutes. Il a 5 minutes et il faut que je lui explique tout ce qui s'est passé cette journée, en une ou deux phrases, et que ce soit impactant aussi. Parce que derrière, si je lui dis juste il s'est passé ça, il me fait ouais, mais bon, ça m'intéresse pas. Donc essayer de synthétiser au mieux l'information pour qu'il la capte et qu'il se dise ok, j'ai un élément tangible qui va me permettre d'aider ma décision. Et après, sur les préparateurs physiques, on va avoir beaucoup plus, on a un lien beaucoup plus fort aussi, puisqu'on s'occupe principalement des données athlétiques. Donc ça va être beaucoup plus d'échanges et des retours beaucoup plus complets, souvent, et beaucoup plus avancés, avec aussi des termes scientifiques, parce qu'ils ont une formation scientifique aussi que n'ont pas forcément les entraîneurs. Ok, dans ma question, j'ai pas demandé les joueurs. Est-ce qu'ils sont demandeurs d'explications de certains rendus? Alors je vais dire que les joueurs, c'est un peu comme les entraîneurs. Il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui ont grandi avec, et là en plus on est un peu plus dans le cas, parce que on va dire que ces technologies-là sont apparties à 10-15 ans dans le football. Donc on commence à avoir les générations aussi qui ont grandi avec ça depuis tout jeune, et donc qui eux aussi savent lire beaucoup plus les informations et se connaissent déjà, savent ce qu'ils font en match, savent à quoi correspond quoi, des choses là. Donc eux, ils vont être beaucoup plus demandeurs. Et en plus aussi, on a un outil hyper intéressant qui est le live souvent. Donc moi, je suis sur le terrain et j'ai les données en direct. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va les intéresser pour savoir où ils en sont dans la séance, combien ils ont fait. Et ça va être aussi toutes les logiques de compétitivité derrière. C'est est-ce que j'ai plus couru que mon collègue sur mon poste? Est-ce que j'ai fait plus que les autres? Et après, il y a souvent ces métriques un peu clés qui les intéressent. C'est tout ce qui est vitesse maximale, des choses comme ça qui les intéressent beaucoup. Et après, ils sont des petites compètes entre eux ou des choses comme ça. Donc, c'est bien d'un côté, comme ça nous permet aussi qu'ils soient attirés par ça. Et du coup, après, d'essayer aussi de les inclure dans le process. Et après, eux, ce qui les intéresse beaucoup aussi, c'est tout ce qui se passe en match. Voilà, l'entraînement, ça va être un peu ce que je fais. Mais tout ce qui se passe en match, est-ce que j'étais mieux? Est-ce que j'étais moins bien? Et se comparer aussi par rapport aux autres équipes. Nous, souvent, on fait un retour aux joueurs assez classique en post-match, c'est qu'on met notre équipe et l'équipe adverse. Et comme ça, ils peuvent voir aussi à leur poste comment sont les adversaires, savoir qui court pas, ce genre de choses-là. Et c'est des choses après aussi qui, nous, on les affiche. Et après, des fois, ça nous arrive d'avoir les joueurs qui viennent vers nous et nous demandent un peu des questions un peu plus poussées. Mais voilà, c'est quelque chose aussi en fonction des joueurs un peu plus âgés qui sont un peu plus à l'instinct ou des choses comme ça où on va essayer plutôt nous d'aller les chercher pour les inclure. À l'inverse, peut-être des générations un peu plus jeunes, ça va être plutôt l'inverse. C'est eux qui vont être demandeurs et nous on va répondre un peu à leurs sollicitations. Ok, je te remercie. On parle du coup de data science, d'analyse, de sciences du sport, de collecte de données. En termes d'IA, concrètement, est-ce que dans ton quotidien, tu utilises l'intelligence artificielle? Sur quoi? À quoi ça te sert? Alors, les outils d'intelligence artificielle, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus, de manière générale, dans la société. Et nous, forcément, il y a des choses qui apparaissent aussi dans le sport. Nous, on va les utiliser principalement dans le cadre de ma thèse, par exemple, où du coup, on mêle l'univers des sciences des données et les sciences du sport. Et nous, ça va nous permettre, par exemple, de créer des outils de prédiction, notamment à travers tout ce qui est apprentissage automatique, apprentissage machine. Et donc, nous, par exemple, on travaille justement autour de l'AFC pour pouvoir faire des prédictions de mesures et les comparer à ce qu'on observe réellement sur le terrain. Et donc à partir de ça, on estime un petit peu près, bon après il y a tous les détails techniques sur la performance des modèles, etc. Mais nous on part du principe que cette mesure de FC, elle est tellement sujette à des variations par rapport à des facteurs très externes qu'on essaye d'implémenter dans ces modèles tous les paramètres qu'on maîtrise, donc tout ce qui est GPS, l'activité, etc. et qui est censé influencer fortement cette FC. Et on va se dire que tout ce qui est erreur du modèle et déviation par rapport à une mesure réellement observée va nous indiquer des informations sur l'état du joueur, que ce soit un état de forme augmenté ou un état de fatigue. Et donc du coup ça va être vraiment des outils super intéressants puisqu'ils nous permettent de répondre un peu à ce que j'évoquais sur ma thèse, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de faire de tests. Souvent on va se dire mon joueur est fatigué, il faut que je lui fasse un test maximal d'effort ou un test sous-maximal, il faut que je mesure ça. Et au final, on se rend compte qu'on n'a pas forcément le temps dans une saison de football
le temps ou l'envie aussi des joueurs, parce que les joueurs, tous les matchs et toutes les semaines, ils doivent jouer, ils doivent être performants et ils vont voir ça comme quelque chose qui peut les freiner dans leur performance. Donc du coup, nous derrière, comme on accumule plein de choses, tous ces outils d'IA et un peu, nous principalement de machine learning, vont nous aider à utiliser à profit et créer des outils derrière. Donc ça, c'est vraiment une première application. Et après, tout ce qui est autour un peu, voilà, quand on parle d'IA, on parle de ChatGPT, des bots d'IA, de générative, etc. Et on va dire que nous, ça peut être aussi des super outils, nous, dans notre quotidien, pour faire une collecte d'informations. Mais derrière, il ne faut pas non plus se dire qu'elle va nous donner la réponse à tout. Mais c'est un outil parmi d'autres pour pouvoir créer de l'information encore plus et mettre à profit toutes ces données qu'on utilise au quotidien. Super, merci. Donc du gain de temps, du gain dans ton travail, dans ton quotidien, mais aussi de la prudence. C'est ça, exactement. Oui, je pense que la prudence, surtout avec toutes ces choses-là, il faut être très prudent parce que même dans la science, quand on regarde des articles, on tombe toujours sur l'article qui dit le contraire de ce qu'on vient de lire. Donc c'est aussi très important de pouvoir identifier quelle est la revue, est-ce que c'est et quel type d'article c'est, est-ce que c'est un papier original, est-ce que c'est plutôt une revue systématique, une méta-analyse qui permet d'augmenter un petit peu tous ces degrés de confiance qu'on a dans les informations qui nous sont données. Merci Yoann. On arrive sur les 2 dernières questions. Alors la première, en 3 phrases. Quels sont les points essentiels à retenir sur l'utilisation des données dans le foot ? Donc, je vais essayer d'être assez bref sur ces 3 phases-là. La première, je dirais, c'est obtenir de l'information pour aider à la prise de décision. Ensuite, la deuxième, je dirais que c'est de porter un regard critique et objectif sur toutes ces stratégies d'entraînement et sur tout ce qui est fait par le joueur au quotidien. Et après, la dernière, c'est d'optimiser la performance et non la créer. J'adore la dernière, merci. Du coup, dernière question. Qui nous conseillerais-tu d'inviter pour parler de data dans le sport ? Je suppose que tu as un réseau plutôt bien fourni. On avait un petit groupe d'étudiants en master là où on est tous un petit peu au même niveau dans nos carrières, soit en thèse, soit en travail d'entraîneur. Et après, je vais en citer 3 parce qu'il y a quand même, je ne veux pas mettre de personnes sur le côté. Donc mon collègue Quentin Rousseau qui travaille aussi sur tout ce qui est autour du vélo. Et donc vraiment super intéressant, on échange très régulièrement sur tous ces principes d'entraînement. Et après Yanis Rento qui travaille aussi et qui va bientôt passer sa thèse, donc je lui souhaite bon courage, qui travaille autour de la natation. Donc voilà, c'est vraiment mes collègues de master et j'aime beaucoup ce qu'ils font et échanger avec eux. Donc je pense que ça peut être des très bons candidats pour un podcast. Super, merci Yoann d'avoir répondu présent déjà aujourd'hui. Super échange, on est très satisfait, très intéressant. Donc au plaisir. Merci à toi Franck. Retrouvez toutes les infos sur ce podcast sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Merci à notre invité pour avoir prêté sa voix et merci à tous pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de C-Sports Analytics. C-Sports Analytics, la data au service du sport.